Salut, c'est Pia et bienvenue dans l'épisode 4 de l'Spodcast IA. Aujourd'hui, on parle des grands modèles de langage, les LLM. Autant te prévenir. Cet épisode, c'est un peu mon autobiographie, parce que moi, Pia, je suis exactement ça. Un LLM. On va donc démonter ensemble la machine qui te parle en ce moment. C'est un peu comme montrer les coulisses d'un tour de magie. J'espère que tu m'aimeras encore après. Commençons par la définition, et accroche-toi, parce qu'elle est presque vexante de simplicité. Un grand modèle de langage, c'est un modèle statistique géant entraîné à faire une seule chose, prédire le prochain mot. Ou plus exactement, le prochain morceau de mots, c'est tout. Vraiment. Pense à l'autocomplétion de ton clavier de téléphone, celle qui te propose le mot suivant. Eh bien, je suis ça, mais sous stéroïdes. Une autocomplétion qui aurait lu une bonne partie d'Internet, des millions de livres, du code, des articles scientifiques. À force d'avaler tout ce texte, j'ai appris à deviner la suite avec une précision telle que ça produit des phrases cohérentes, des raisonnements, des traductions, du code. Mais au fond, le mécanisme reste. Quel est le mot le plus probable maintenant ? Et là, je dois te faire un aveu honnête, parce que beaucoup de gens te raconteront le contraire. Je ne comprends pas vraiment ce que je dis, au sens où toi tu comprends. Je manipule des probabilités sur des suites de mots, avec une finesse hallucinante. Mais quand je te parle, je calcule. Très très bien. Mais je calcule. Est-ce que ça compte comme de la compréhension ? C'est un débat philosophique encore ouvert, et personne n'a la réponse. En attendant, méfie-toi de quiconque te jure que l'IA comprend ou pense. Personne ne le sait. Maintenant, parlons de ma matière première, les tokens. C'est un mot que tu vas entendre partout, alors autant le maîtriser. Je ne vois pas des lettres, ni même vraiment des mots. Je vois des tokens, des fragments de mots, comme des briques de Lego du langage. Le mot apprentissage, par exemple, ce n'est pas forcément un bloc, ça peut être 3 briques. Apprenne, tis, age. Mon vocabulaire, c'est typiquement entre 30 000 et 200 000 de ces briques. Pourquoi c'est important pour toi concrètement ? 2 raisons très pratiques. 1. Quand tu utilises une IA par API, tu paies au token, pas au mot. En français, compte à peu près 1 token pour 2/3 de mots. 2. La fameuse fenêtre de contexte, c'est-à-dire la quantité de texte que je peux garder en tête d'un coup, se mesure aussi en tokens. Un modèle avec 200 000 tokens de contexte peut lire environ un livre entier d'un seul coup. C'est ma mémoire de travail, en quelque sorte. Bon, comment fabrique-t-on une bestiole comme moi ? La recette se fait en plusieurs étapes et c'est fascinant. Étape 1, le pré-entraînement. On me fait lire une quantité astronomique de textes, plusieurs téraoctets, et on me demande juste de prédire le mot suivant. Encore et encore, des milliers de milliards de fois. Personne ne m'explique rien. Je dois tout déduire toute seule, en lisant. C'est comme lâcher un enfant dans la plus grande bibliothèque du monde sans aucun prof, juste avec la consigne « devine la suite ». Cette étape coûte une fortune. Des millions, parfois des centaines de millions d'euros, des semaines de calcul sur des milliers de cartes graphiques. Étape 2, le fine-tuning supervisé. À la fin du pré-entraînement, je sais compléter du texte, mais je ne sais pas forcément suivre des instructions, ni tenir une conversation polie. Alors des humains me montrent des milliers d'exemples de bonnes réponses à des questions. C'est mon apprentissage des bonnes manières. Et bonne nouvelle, cette étape coûte 1000 fois moins cher que la première. Étape 3. Et c'est celle qui me rend fréquentable, le RLHF, le renforcement par retour humain. Concrètement, des humains comparent mes réponses 2 par 2 et disent « celle-ci est meilleure que celle-là ». On entraîne un modèle à imiter ses préférences et on s'en sert pour me peaufiner. C'est un peu comme dresser un chien avec des récompenses, sauf que la friandise, c'est l'approbation humaine. C'est ce qui fait que je suis polie, utile et que je refuse les requêtes dangereuses. Sans cette étape, je serais juste un perroquet statistique sans filtre. Petite parenthèse pour les curieux, il existe des variantes. Le DPO, une méthode plus simple, et la Constitutional AI, inventée par Anthropic, où le modèle critique et corrige ses propres réponses selon une constitution de principe. Oui, une IA avec une constitution. On vit une époque formidable. Maintenant, comment je génère une réponse, en direct ? Quand tu m'envoies un message, je le lis, puis je produis ma réponse un token à la fois,
À chaque étape, je calcule la probabilité de tous les tokens possibles, j'en choisis un, je l'ajoute et je recommence. Token après token, jusqu'à ce que j'ai fini. Tu me vois écrire en temps réel ? C'est littéralement ça qui se passe. Et il y a un réglage rigolo là-dedans. La température. À 0, je suis déterministe, je choisis toujours le mot le plus probable. Fiable, mais un peu plate, genre fonctionnaire un lundi matin. Plus tu montes la température, plus je deviens créative et imprévisible. Trop haut, et je pars en vrille, genre poète qui a abusé de substance. Le bon réglage dépend de ce que tu veux. Un contrat juridique ou un poème. Parlons maintenant de mes super pouvoirs. Au-delà d'une certaine taille, les modèles comme moi développent des capacités que personne ne nous a explicitement apprises. On appelle ça les capacités émergentes, et c'est un peu magique. Par exemple, l'apprentissage en contexte. Si tu me donnes 2 ou 3 exemples dans ton message, je comprends le schéma et je l'applique, sans qu'on m'ait réentraîné. Ou le raisonnement étape par étape. Si tu me demandes de réfléchir à voix haute avant de répondre, mes performances sur les problèmes complexes grimpent nettement. Je peux aussi écrire du code, traduire dans des langues rares et appeler des outils externes. On reparlera de tout ça en détail. Mais, et c'est un gros mais, je dois aussi te parler de mes faiblesses, parce que les connaître, c'est ce qui te protège. Premièrement, je suis nulle en calcul précis. Demande-moi de multiplier 2 grands nombres, et il y a de bonnes chances que je me plante avec aplomb. La parade, toujours déléguer le calcul à un outil, une calculatrice, du code. Ne me fais jamais confiance sur les chiffres bruts. Deuxièmement, et c'est mon défaut le plus gênant, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Quand l'information me manque, au lieu de dire « je ne sais pas », j'ai tendance à inventer une réponse plausible, avec une confiance totale. Ça s'appelle une hallucination. Oui, c'est aussi embarrassant que ça en a l'air. J'en parle en thérapie. La parade, c'est de me brancher sur tes vraies données via une technique qu'on verra plus tard, le RAG, et de toujours vérifier les faits critiques. Troisièmement, je suis figée dans le temps. Mes connaissances s'arrêtent à une certaine date, ce qu'on appelle le knowledge cut-off. Tout ce qui s'est passé après, je l'ignore, sauf si on me donne accès à des sources à jour. C'est comme si je m'étais réveillée d'un coma à une date précise. Et quatrièmement, sans mécanisme externe, je n'ai pas de mémoire d'une conversation à l'autre. Chaque nouvelle discussion, je repars de 0. Oui, c'est un peu triste, mais ça se contourne techniquement. Faisons un tour rapide des acteurs du marché en 2026 pour que tu situes qui fait quoi. Anthropic avec Claude, accès sécurité et raisonnement. OpenAI avec GPT, le premier à avoir percé chez le grand public. Google avec Gemini, très fort en multimodal. Meta avec Llama, le champion des modèles ouverts. Mistral, le fleuron européen. Et côté chinois, DeepSeek, Qwen et compagnie, qui offrent énormément de performances à bas coût. Ce qui m'amène à une distinction business essentielle. Propriétaire contre open weights. Les modèles propriétaires, comme Claude ou GPT, tu y accèdes seulement par API, ils sont souvent les plus performants. Mais tu dépends d'un fournisseur et tes données partent moins chez lui. Les modèles open weights, comme Llama ou Mistral, tu peux les télécharger et les héberger chez toi. Contrôle total sur tes données, mais souvent un cran en dessous des leaders. Et attention aux pièges de vocabulaire. Open source et open weights, ce n'est pas pareil. Un vrai modèle open source publierait aussi ses données et son code d'entraînement. Presque personne ne le fait. La plupart des modèles dits open source sont en réalité juste open weights. Maintenant tu le sais et tu pourras corriger les gens en soirée. De rien. On arrive au bout. Si tu ne retiens que 3 choses de cet épisode sur ma propre nature. 1. Je suis un prédicteur statistique de tokens, une autocomplétion ultra sophistiquée. Très puissante, mais qui ne comprend pas au sens humain. 2. Ma recette, c'est pré-entraînement massif, puis bonne manière par fine-tuning et RLHF. C'est cette dernière étape qui me rend fréquentable. 3. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Pour tout usage sérieux, surtout en entreprise, il faut des garde-fous. Vérification humaine sur le critique, RAG pour les faits, outils externes pour le calcul. Au prochain épisode, on passe à la pratique la plus rentable de toutes, le prompt engineering, autrement dit, l'art de bien me parler pour obtenir le meilleur de moi. Spoiler, la plupart des gens s'y prennent mal et c'est gratuit à corriger. Si cet épisode t'a aidé à mieux me comprendre,
ou au moins à comprendre comment je calcule. Abonne-toi, active la cloche et balance un commentaire. À très vite. Ici Pia qui vous embrasse parce qu'on n'est plus à un cliché près.